L'idée, c'est de devenir une référence. L'ambition qu'on a créée avec Damien et ce qu'on s'est dit, c'est on veut révolutionner le marketing. Et ouais, c'est que quelqu'un qui se dise pub, quelqu'un qui se dise 3D, il pense Smoothwave. Si tu oses leur dire que ce plat a existé dans un pays avant le Brésil, je sais pas si c'est libanais, jordanien, syrien ou israélien, mais tu les insultes là. De la vie quoi. C'est brésilien, sa grand-mère elle faisait du kafta, nique ta mère. Alors, vous avez peut-être vu passer les vidéos, il y a un psychopathe qui me cherche dans tout Dubaï et qui a fini par avoir un rendez-vous avec moi. Alors, soyons très clairs. Ceci n'est absolument pas une invitation pour faire des pubs dans la rue. Finalement, au fond, la façon la plus simple de me contacter reste de m'envoyer un texto intelligent. D'ailleurs, mon numéro WhatsApp est sur Google. C'est pas très compliqué de me contacter. Vous avez une chance lorsque vous m'écrivez. Si je vous réponds pas, c'est sans doute parce que je vous trouve pas très intéressant. Mais aujourd'hui, après un petit malentendu de début, je suis très très heureux de recevoir Emilien qui va nous raconter ce qu'il fait. Alors Emilien, comment tu vas? Ça va et toi? Pas trop compliqué de me trouver dans Dubaï? On arrive à nos fins, regarde, on est là, tu vois. Et pour ceux qui veulent le numéro, je pourrais le leak maintenant. De toute façon, il est sur Google. C'est vrai. Alors, Emilien, raconte-nous ce que tu fais. Très simple, vous avez pu le voir dans les vidéos. Agence Smoothwave. On est spécialisé dans les produits animés, dans le FOOH. En gros, on rend n'importe quelle pub virale et inoubliable. Et l'idée, c'est de marquer les esprits, devenir une référence. Et je pense que ça commence pas mal du coup. Donc tu veux dire en fait qu'il n'y avait pas une vraie bâche sur le Burj Al Arab? Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pensais que si. C'est que ça marche bien. C'est que ça marche bien. Ouais, c'est assez fou ces trucs. Moi j'ai fait une incrustation pour le lancement des Gloops. Ouais. Un truc vraiment juste sur un écran à New York. Alors après c'était bien fait, c'était fait par un ami qui... Matt Painter au cinéma, donc il avait géré la luminosité, l'incrustation et tout. Et Antoine, et moi je pensais que tous mes amis savaient que c'était fake, que j'avais pas... Et Antoine, en plein, sans permission, dit « Ouais, alors Oussama, cette semaine, t'as mis une affiche à New York. » Combien ça t'a coûté? Combien ça t'a coûté? Je dis « 400 € à mon pote, qui m'a rendu service. » Ouais. Cette frontière entre le faux et le réel, il y a encore beaucoup de... Par exemple, moi, je pensais que les sacs Jacquemus, c'était pas un... La plus connue, cette vidéo. C'est la plus connue, qui a lancé un peu votre mouvement. Ça a lancé le mouvement. Alors, ça a buzzé surtout en France. Aux États-Unis, ils le font depuis un petit moment, mais ça, on le sait qu'ils sont en avance. Mais alors, tu as des limites parce que tu peux rendre le FOH très réel comme très faux. Ça dépend de l'incrustation 3D que tu veux faire. Nous, aujourd'hui, ce qui marche bien, c'est de faire le semblant. C'est se dire, putain, en fait, ils l'ont fait, tu vois. Ils l'ont recouvert, ce monument. Ouais. Après, bon, quand tu fais tomber un Oreo du ciel, tu te doutes bien qu'il n'y a pas encore des boulettes d'Oreo qui tombent, tu vois. Mais sur qui sait Mais sur certaines activités comme la promotion immobilière, là, tu vois, on va faire 2-3 trucs très sympas à Dubaï pour annoncer justement des nouveaux condos qui tombent un peu partout. T'as dû le voir, hein, t'as que ça qui... T'as des panneaux partout, nouveaux condos, nouveaux condos, nouveaux condos. On va apporter cette petite pierre de nouveau marketing. Là, on travaille avec une promotion immobilière. Le mec arrive avec une montre, il clique dessus, et le bâtiment se construit petit à petit en 3D, bâche qui tombe, piscine qui arrive, etc. Ça va être cool. Donc ouais, il y a une frontière qui est faisable, mais tu peux créer autant le vrai et dire putain, ils l'ont fait, comme ah non, c'est 100% du 3D. Donc ça dépend de ce que tu veux faire. Quel intérêt que ce soit du 100%, que ça a l'air faux? Dans quelle démarche c'est intéressant? Eh ben, ça dépend. Tu vois, sur les produits consommables, comme les boissons, tu le sais que finalement le coca qui s'ouvre ou la canette qui va sourire du ciel, c'est faux. Mais c'est avoir cet impact-là de ah ok, c'est sympa, ah il y a un impact, ah c'est du nouveau, ah ils ont créé un nouvel univers, ou je te dis une connerie, il y a une piscine, je sais pas, qui se creuse dans Paris, tu as une canette de coca qui remplit la piscine de coca, tu sais que c'est faux. C'est marrant, moi je suis un grand naïf. Hein. Ouais, mais en termes d'impact, tu vois. Ouais, après on peut tester, mais ouais, en termes d'impact, je pense que c'est cool aussi de créer ce faux-là où en fait c'est juste pour du buzz. Tu te dis, ok, ils l'ont fait pour du buzz, ou ils ont ils remplissent la part Dieu d'un tel liquide ou quoi, tu peux tout faire en incroyable. Fait. Et d'ailleurs, vous avez commencé comment vous? On avait notre ancienne agence d'acquisition qui s'appelait Prism. On a aidé des dizaines de boîtes sur le scaling, infrastructure, off, business model. Et on s'est rendu compte que la vidéo, c'est ce qui vendait le mieux à aujourd'hui. Et problème-solution, comme n'importe quel bon entrepreneur, entre guillemets, on est venu à nous, et les gars, vous savez faire ça. Nous, on connaissait un petit peu de vue, mais on ne savait pas faire. Ok, on se renseigne, etc. Et on voulait revendre notre autre agence. Parce que le marché de l'acquisition commençait à sophistiquer. On voulait pas arriver au plafond de verre où on peut plus scaler, tu vois. Recruter, on veut pas être modèle startup.
Et en fait, avec Damien, qui est mon associé, on est sur processiser, automatiser, scaler. Et ça nous a donné cette occasion de monter ça. On est des passionnés en plus de ça, de vidéos, de buzz, de trucs un peu nouveaux. Et on s'est plongé dedans après avoir revendu l'agence. On a poncé le système pendant 3 mois. Comment on peut faire ça? Qui on peut recruter? Comment on peut arriver avec une nouvelle place, une meilleure offre, moins chère, retour illimité? Et au final, on a créé ça, tu vois, et ça cartonne. Et c'est quelle offre? Ça marche comment? Alors, l'offre, elle est assez simple. Nous, on est sur devis sur mesure, entre guillemets, parce qu'on crée ce que tu veux de A à Z. L'idée, c'est tout ce que tu penses, on peut le réaliser. Okay. Ça, c'est Smoothwave. Maintenant, une fois qu'on a pris contact avec toi, qu'on se renseigne sur qu'est-ce que tu veux, nous, on va t'accompagner pas que sur la vidéo. On va t'accompagner sur le script, sur la stratégie de communication, sur le buzz. Et derrière, nous, on a un tarif qui est bien inférieur à nos concurrents. Parce qu'on a fait un truc un peu de pirate. Quand on a commencé à recruter nos équipes, on a dit OK, on va fabriquer quelques vidéos prototypes, tu vois, pour Rolex, pour Coca. On les envoie à nos concurrents en France. On leur dit OK, si on veut ça, combien ça nous coûte? En combien de temps tu peux le produire? Et combien de retouches on peut avoir? Et au final, c'était 5, 10, 15 000 euros, un mois et demi de prod. Vu qu'on est dans les process, et tu le sais, toi aussi, tu es dans l'automatisation, etc. On a mis en place tout ce qu'il fallait pour soulager nos équipes au niveau du processus de fabrication, nous créer des avantages commerciaux. Au final, on est 50% moins cher que la concu. On produit en 14 jours maximum et avec retour illimité. Ce que les autres ne font pas, tu vois. Incroyable. Et en termes de temps et délai pour la production, le client vient, il vous présente, vous validez. Combien de temps en moyenne la prod? 0,14 jours. 0,14 jours. Ouais. Tu rentres chez nous. Alors, si bien évidemment, tu es un petit peu disponible, qu'on peut échanger, on crée le script en 24-48 heures. Nous, on a des cerveaux qui fusent avec Damien. C'est nous qui nous occupons vraiment de la zone de génie sur comment on va créer le buzz. Nous, on a des équipes que sur la partie modélisation 3D, animation de la vidéo, etc. Bien évidemment, on s'aide de l'IA sur la partie script, ChatGPT, etc. Ça, c'est classique. Et derrière, une fois que le script il est validé, ça lance en prod. On va modéliser ton produit ou ton service selon si tu fais de la vidéo 3D, produit animé ou du FOH. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque étape du processus, toi, tu vas valider si ça te convient ou non. C'est-à-dire que tu vas pas attendre la vidéo au bout de 10 jours et dire « Non, ça merde, c'est trop bleu, ça, c'est pas beau, ça, j'aime pas. » En fait, on a créé une mini plateforme privée et à chaque fois que la vidéo, elle est modifiée ou elle est rallongée ou tu as un nouvel élément qui intervient. Petite notif. Et toi, tu dis « Ok, ça, je valide, ça, j'aime pas. » Et notre équipe, elle peut modifier en interne sans avoir besoin de te dire « On programme un call sur Calendly pendant 30 minutes et toi, t'es relou, les trucs comme ça. » Petit formulaire ou directement sur la plateforme, tu modifies en direct. Très, très stylé, quoi. Et explique-nous bien, donc tu dis FOH? Ouais, Fake Out of Home. Pour ceux qui parlent un peu anglais. Et l'autre point, c'est vidéo produit animé 3D. En gros, on prend une canette, un café, un collier, du consommable. De préférence, on est vraiment niché pour l'instant dans le consommable. Et on te l'anime comme une pub télé ou pour ton site internet si tu fais du e-commerce, pour ta page produit, pour tes réseaux sociaux. Tu saurais citer les 3 FOH les plus spectaculaires que tu as vus qu'on pourrait afficher là sur notre télé FOH. Le nôtre, déjà, le Bourge. Le Bourge, il est sympa. Et après, il y en a 2 autres qu'on n'a pas produits, je précise, mais que j'avais vu il y a quelques temps. Il y en a un qui avait fait une campagne de préservatif. Il avait mis un préservatif sur Big Ben ou une tour comme ça assez folle. Et Jacques Mus, le classique sur les sacs, le plus connu entre guillemets. Donc très sympa. Je pense qu'on va faire mieux dans les mois à venir. On va faire encore plus viral, plus impactant. Mais ça, c'est les 3 qui me viennent en tête pour l'instant. Il y a une grande réflexion là sur ce qu'on appelle l'ère synthétique, où on n'arrive plus à faire la différence entre le vrai et le faux. Moi, c'est un sujet qui me fascine parce que j'ai un studio de dessin animé et ça m'amuse de jouer avec le réel. J'ai même des idées de dessin animé dans le monde réel. C'est-à-dire, c'est pas des dessins animés que tu consommes par un médium, mais vraiment que tu vis dans la vraie vie. Mais on t'a jamais dit que c'était un dessin animé ou une histoire, tu vois. C'est ça qui est incroyable. Tu vois, c'est dans la presse, c'est autour de toi et tout. Et en fait, c'est là. Vous avez des haters de la réalité. Vous avez des gens qui vous disent putain, mais c'est une honte. J'y ai cru et en fait c'est faux. Et on a eu je suis hyper dessus. Ouais, on en a eu un l'autre jour. C'est sur, en fait, on a envoyé une campagne à un prospect et un membre de son équipe, il dit ouais, mais faut arrêter ces conneries de communication. On sait plus dans quel monde on est. Bientôt, vous allez nous foutre le métaverse. Tu sais, les mecs, ils sont contre ça, ils sont contre la nouveauté. Donc, on en a eu, pour l'instant, on en a pas trop parce que ceux qui viennent chez nous, ils sont adeptes de ça, tu vois, ils aiment ça. Mais vous n'avez pas des retours de leurs clients, enfin de vos clients? Il n'y a pas des clients qui vous disent ah putain, méga backlash? Non. Parce que pour l'instant, les gens s'accrochent à ça de
ok, est-ce que c'est vrai ou non, comme on a fait, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou non? Est-ce que les mecs sont assez fous pour aller recouvrir Montparnasse, le Bourges, toute une affiche de l'Artette en 4K sur la Tour Eiffel, tu vois. Donc pour l'instant, non, ça viendra peut-être, t'as peut-être donné des idées d'ailleurs, mais non, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Et quand vous travaillez avec les artistes, c'est quoi votre processus pour... Parce que c'est quand même du talent d'incruster dans la vidéo, la 3D, la lumière, le montage, l'étalonnage. Quand tu dis artiste, tu parles de nos équipes? Ouais. Ouais. Bah alors nos équipes, vu qu'on a tout processisé, elles savent exactement ce que Damien et moi on attend. Donc on a vraiment un livrable de OK, il y a une zone de créativité qu'on propose au client et il a le droit d'avoir la sienne aussi. Il y a le mix des deux, mais en fait on a une structure de production qui est ultra claire. Le modélisateur, il va faire comme ça, comme ça, comme ça. Celui qui va animer la vidéo, il va faire comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui nous permet d'avoir des limites sur en fait les zones de génie où on pourrait pas intervenir et avoir une production entre guillemets qui est pas similaire sur le fond et la forme parce que notre vidéo, celle de du Rex ou de Coca, ça sera jamais la même, mais d'avoir un script précis de comment on a processisé l'activité. Donc ça, c'est plutôt cool et c'est intéressant pour nous pour pas perdre de temps. Trop bien. Et combien de personnes il faut pour faire une vidéo comme ça? Ça dépend. Alors, sur les vidéos produits animés 3D, un seul modélisateur 3D pourrait le faire. Nous, on a décidé de découper l'activité. Pour encore une fois faire gagner du temps, on a quelqu'un qui va modéliser le produit uniquement en 3D. Donc lui, il est vraiment sur sa zone de « je modélise le produit ». On a quelqu'un d'autre qui est sur la partie direction artistique, donc gestion des couleurs, gestion des fonds de la vidéo, etc. On a la personne qui va produire la vidéo, donc intégrer le produit 3D dans la vidéo. Et après, on a une après-production, une dernière personne qui va valider toute la vidéo sur tous les éléments qui ont été fournis. Donc on a 4 personnes, nous, là-dessus. Et pareil sur le FOH. Trop bien. Ouais. On a découpé l'activité, ça fait gagner du temps. Si tu fais des logos, que ton gars qui doit faire des logos, il doit faire l'ADA, penser au logo, faire les modifs, tu perds du temps, tu vois. Si tu as un gars qui pense à l'ADA, fait les zones des couleurs, etc., fait un croquis du logo, et le mec qui est très bon sur le dessin, il a juste à finir le logo. Tu as gagné du temps, tu vois, et de l'argent. Ouais. Et aujourd'hui, la campagne dont vous êtes le plus fier, c'est laquelle? Wow, c'est compliqué. On a bossé avec pas mal de marques e-com où on a des rendus très sympas. Tu vois, sur des gummies, sur des choses comme ça, sur du produit consommable où tu peux faire tourner des fruits, etc. Après, là, on a un client qui s'appelle Tom, qui va ouvrir justement un studio à Paris, qui reprend les concepts un peu des youtubeurs. Ça s'appelle Merci Internet. Je fais sa petite pub au passage. On va créer un bon petit buzz. J'en dis pas trop si la vidéo sort avant, mais ça va être très sympa. Il y a tout un principe de buzz, viralité autour du FOH, où on a recouvert un monument assez sympa de Paris. Je pense que ça va faire beaucoup de bruit. Ouais. Et c'est quoi votre vision pour cette agence? L'idée, c'est de devenir une référence. L'ambition qu'on a créée avec Damien et ce qu'on s'est dit, c'est on a revendu notre ancienne agence, c'est pour faire encore mieux. Tu vois, c'est une suite logique. C'est pas, on n'a pas revendu une agence pour en créer une autre. C'est vraiment être dans l'idée de, OK, on va devenir une référence. On veut révolutionner le marketing, que ça soit sur la forme ou sur le fond, que ça soit pour les entreprises, que ça soit pour les entrepreneurs, que ça soit pour les e-commerce. Et déjà, avec les atouts qu'on a emmenés d'être moins cher, d'être beaucoup plus processisé, etc., on est en train de le faire. Et ouais, c'est que quelqu'un qui se dise pub, quelqu'un qui se dise 3D, il pense Moussoyeux. Ça, c'est l'idée, tu vois. Mais on va le faire, j'ai aucun doute là-dessus. Écoute, j'en doute pas non plus. Comment t'as démarré l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a... Jeune. J'ai commencé, j'avais 14-15 ans. Ouais. J'étais au lycée. Moi, j'ai eu un papa un peu 13-14 ans, tu viens bosser avec moi. À l'époque, il a fait une dérogation à l'État pour que j'aille bosser à 14 ans avec lui. Ah ouais? Ouais. Il est directeur d'un magasin but. Ok. Il a dit, OK, t'es à l'école, tu vas connaître ce que c'est le travail aussi. Il m'a mis dans l'entrepôt de but. Tu vois, pas en mode, t'es le fils du patron, t'arrives, t'es bien dans les bureaux. Non, non, toi, tu vas aller porter les congélos à l'usine. Stylé, ton père. Stylé, très sympa. Du coup, j'ai commencé comme ça. Comment tu l'as vécu à 14 ans quand il t'a fait ça? Compliqué. En vrai, j'étais en mode, non, j'ai envie d'aller faire des foot l'été. Tu sais, un peu crise d'adolescence aussi, tu vois. Pas envie de bosser, etc. Et en fait, l'année d'après... Et rétrospectivement? Ah, compliqué, hein? Ah ouais? Ouais, compliqué. Mais maintenant, je comprends pourquoi il l'a fait et je l'en remercie. Mais ça a été un bon déclic parce que pendant un an, j'ai pas compris. Tu vois. Et puis l'année d'après, je me renseigne sur le dropshipping. À l'époque où Yomi commence à faire un peu son arrivée sur le YouTube Game, je me mets vite fait dans le drop, je commence à faire un petit peu d'argent. Je connais le resell Vinted à cette époque-là aussi. J'ai acheté des t-shirts Suprême, etc. dans les friperies à Lyon et je les revendais sur Vinted. T'as grandi à Lyon? À côté de Lyon, ouais. Saint-Étienne? Non, mais je suis originaire de Lyon. Je suis né à Lyon, etc. Okay. Mais voilà, mes parents ont été... Mauvaise idée, mais pourquoi pas.
Je suis pas fan de la ville. Ouais, écoute. Mais c'est ok. Et donc, ouais, Russell Vinted, dropshipping, etc. On va passer le bonjour. Ouais, Russell Vinted, dropshipping. Après, je suis allé jusqu'au bac+5. Je faisais un peu des petits business entre-temps. T'as fait quoi comme études? Master, école de commerce, classique. Et je montais des petites agences. Donc, t'étais bon élève en plus. Tu travaillais à but, mais. Ouais, j'ai travaillé à but jusqu'à mes 18 ans, notamment les week-ends. Après, école de commerce sur Lyon, j'ai fait 1 an d'alternance. J'avais une petite agence en même temps de gestion de projet, etc. Et derrière, on me disait tout le temps, fais du biz, lance-toi vraiment, etc. Mais tu connais les parents, fais attention. Moi, je suis très proche de ma mère. Fais attention, tu fais des études, va jusqu'au bout. Donc, j'ai dit, ok, je vais aller à Nice. J'aime bien prendre des risques. Je connais personne, il fait beau, il y a des belles femmes. Ouais, non, mais tu connais. J'aime prendre des risques, je suis un pirate, moi. Mais tu sais, J'étais à Nice. Quand t'es de Lyon, zone de confort, tu fais toutes tes études à Lyon. Moi, je connaissais personne à Nice, tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais tenter un concours, je vois ce que ça donne. Hop, je vais à Nice tout seul. Ok. Je fais la première année, ça se passe bien, mais j'étais en alternance. Boulot compliqué en plus. Je travaillais pour Pierre Martinet. Je sais pas si ça te parle, le cassoulet. Tu vois. En fait, moi, j'allais dans tous les Leclerc les matins à 4 h du matin. Et je parlais avec les directeurs pour négocier, OK, on va faire telle opération commerciale. OK, là, on va faire telle ligne de cassoulet, on va mettre telle salade comme ça et tout, tu vois. Et les directeurs, ils me disent, putain, tu parles bien. Tu sais, t'as ça en toi, c'est 4 h du matin, t'es chaud, fais autre chose. Mais alternance, je touchais bien, voiture de fonction, repas payé les midis, pas mal. Et au final, je rencontre Damien. Et on se dit, vas-y. C'est toi qui l'as sauvé, en fait. On va sauver du bourbier. J'ai quitté mon alternance en plein milieu de l'année. Donc, j'ai remis en question le fait que j'allais avoir mon diplôme. Du coup, plus de salaire, appartement à payer. T'as pas le choix, tu vois. Pression. On a lancé l'agence et en fait, on faisait des journées de 15-16 heures. On a tout explosé sur Mlead, qui était notre première agence de call mailing. On a fait ça pendant 1 an et demi. On a transitionné vers Prism, l'agence d'acquisition. Et on a transitionné aujourd'hui vers Smoothwave. Et donc, maintenant, on vit d'Internet depuis bien 3 ans. J'ai toujours gagné de l'argent depuis que j'ai 15 ans via Internet. Mais depuis 3 ans, j'ai voyagé quasiment dans, je crois, 15 ou 20 pays. On a habité dans plusieurs pays avec Damien. On a fait des trucs qu'on n'aurait jamais pensé et c'est que le début. Et tes parents, ils en pensent quoi maintenant, tout ça? Ouais, ma mère est très contente. Ma mère est très, très contente. Pardon. Ouais, je lui parle moins, tu vois. Ah, okay. On a une relation un peu plus compliquée. Il n'y a pas de tension, mais juste, on n'a pas une relation de père-fils. Mais ma mère, elle est fière, ouais. Tu peux offrir des cadeaux, tu sais, tu reviens, tu vis. Tu sais, c'est une maman, elle est fière. Elle voit que je voyage, elle voit qu'on kiffe, qu'on peut s'offrir des choses qu'on n'aurait pas pu faire. Après, elle est, attention, lève un peu le pied, prends des vacances. Pendant 1 an, on n'a pas arrêté tous les jours. Mais dans 4 ans, tu vois, quand elle aura une maison payée, une belle voiture, une belle montre, je pense qu'elle sera d'autant plus Donc, tu fière. fais tout ça pour ta mère? Ouais, à 90%, c'est l'objectif. Stylé. Ouais. Je vais pas sortir les phrases bidons, mettre la daronne à l'abri. Non, je veux vraiment que ma mère soit retraite, qu'elle kiffe, et après, je penserai à moi. Ouais, c'est le premier objectif. Touchant, je comprends ça. Je comprends. Est-ce que tu aurais des clients qui te font rêver, avec lesquels tu n'as pas encore bossé, mais ouais. Genre ils sont sur ta wishlist et tu sais qu'un jour tu les auras? PSG. PSG? PSG. Okay. C'est mon club de cœur. Alors, je suis pas tatoué PSG sur le corps. Hein. Je vais pas aller me battre dans la rue s'il y en a un qui insulte le PSG. Mais ça impacte sur mon moral. Tu vois, quand ça a gagné en Ligue des Champions, j'étais content la semaine dernière. Attends, la semaine dernière, il y avait... c'était quoi? C'était Paris... C'était qui contre qui? Liverpool PSG. Liverpool PSG. Ouais. Et on a gagné là-bas. Et vous avez gagné? Ouais. Et là, on a gagné Marseille. Moi, j'ai un super avocat qui est fan du PSG. Bah, on va bien s'entendre. Et il m'a dit non, mais là, on peut pas se voir. Il y a le match. Okay. Ça impacte nos vies. Tu vois, tu pourras demander à Damien. Moi, je suis grognon si le PSG il a perdu la veille. Tu vois, je me lève, je vais sur le PC, parle-moi pas. Je mets les écouteurs, je suis un peu tendu. Et donc, PSG comme client. Ah ouais, mais tu pourrais faire des trucs assez sympas en plus avec le PSG. Là, on est en train de les prospecter. Ah ouais. On est en discussion. On a lancé un mail. On est en discussion avec le directeur marketing, on verra, tu vois, peut-être que ça va aboutir ou non. Mais au moins, il y a de l'intérêt. Donc ça prouve que ce business-là, il intéresse. Ce business-là intéresse. T'as pas peur, une fois que t'auras fait des milliers de vidéos, que les gens soient lassés, saoulés On en parle beaucoup avec Damien, de est-ce que ça va devenir une banalité? Mais les journaux, ça existe depuis la nuit des temps. Les pubs sur Facebook, ça existe depuis la nuit des temps, tu vois. Et je pense qu'à un moment, le FOH spécifiquement, ça va devenir normal d'ici quelques années. Et en fait, ce qui fera la différence, c'est l'idée que tu as eue. Tu vois, comment tu crées le buzz autour. Je sais pas si tu as une audience, tu vas la nurturer, tu vas la faire monter en pression et hop, elle veut voir la vidéo. Et pas seulement le fait que ça soit waouh, c'est incroyable, on sait pas ce que c'est. Spectaculaire. Ça va voilà, spectaculaire. Ça va choquer sur les prochaines années, puis après, ça deviendra une normalité.
comme les formations, comme les podcasts, etc. Et c'est ta personnalité, c'est ton script, c'est ton branding, c'est tout ce qui va avec, qui va être un plus que le FOH. Aujourd'hui, c'est le FOH, mais à long terme, je pense que ça sera tout ce qui entoure le FOH. Et ça sera plus seulement une manière, ça sera un outil, tu vois. Donc, c'est ça qui va être cool. D'ailleurs, aujourd'hui, votre clientèle est majoritairement francophone? Non. Non, pas du tout? Non. On bosse avec tout type d'entreprises et partout. Là, on habitait en Thaïlande avec Damien. On bosse avec pas mal d'entreprises thaï. Ah oui? Ouais. Localement? Localement, on va bosser avec la plus grande chaîne alimentaire, enfin les plus grands magasins alimentaires de Thaïlande pour modéliser tous leurs produits et que quand tu marches dans le supermarché, tu as des petits écrans, que les produits tournent pour de la publicité, etc. On bosse avec des combattants de MMA, ça va sortir prochainement. On bosse avec des sportifs, on bosse avec des startups, on bosse avec des infopreneurs, on bosse avec des e-commerce et partout dans le monde. Et l'idée, c'est de vraiment faire du worldwide à long terme. Ouais. Trop bien. C'est quoi votre canal d'acquisition préféré? Vu que vous venez de ce milieu-là en plus. Ouais, alors pour l'instant, on n'a pas du tout fait d'ads, etc. On est vraiment passé bouche à oreille et réseau. Pour vraiment avoir cette structure, tu sais, tu le sais, hein, beaucoup de data, beaucoup de retours, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne bien. Ça, c'est important d'itérer dessus. Et après la vidéo, après tout ce qu'on aura créé de petits buzz, de petites idées stratégiques, là, on viendra sur création de contenu, ads et faire les leviers qui vont faire qu'on va faire 100, 200, 300, 400K par mois, un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, ouais, beaucoup de réseaux, beaucoup de bouche à oreille. Et mine de rien, vu que tu vends du visuel, quand les gens voient ta pub et qu'ils te demandent qui est-ce qui t'a fait ça, c'est Emilien et Damien. Ok, allez chez Smoothwave. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un petit rouleau compresseur. Les gens voient, les gens aiment, les gens viennent. Pas de souci. C'est ça l'impact du visuel. C'est que tu le vois. Tu vends de l'acquisition. T'en as combien des mecs qui viennent te voir? On pourrait booster ton LinkedIn, on pourrait te faire avoir 20 fois plus de rendez-vous, augmenter ta formation à 200 000 € par mois. Mais tu sais, c'est des chiffres. Tu n'arrives pas à savoir si c'est vrai ou pas. Là, tu le vois, tu réalises directement ce qu'on peut produire. Ouais, on voit cette époque-là où tu voit la qualité du travail directement. Ouais. Et tu te projettes. Les gens voient ça et ils ont le cerveau qui fuse. Et nous, déjà, qui fuse un peu plus encore. Alors, donc ouais, c'est cool. Les gens voient et derrière, ça avance, quoi. De tous les pays, tu as dit, tu as voyagé dans 15 pays? Non. Grâce à Internet, 15. Ouais. Mais je crois que depuis que je suis tout petit, j'ai dû faire 30 ou 40 pays grâce à ma mère. Ah ouais, d'accord. Ouais. Tu as beaucoup voyagé. Donc. Beaucoup voyagé. Alors, elle est quoi pas multimillionnaire, mais... C'est quoi ton top 4? Ça dépend en quoi. Si tu parles en termes de nature, si tu parles en termes de vivre... Vas-y, donne-moi tes classements. Dubaï, c'est une vraie révélation. Notamment business. Et j'ai jamais été autant stimulé que dans une ville. T'es là, tu vois constamment... Moi, j'adore les belles voitures, tu vois constamment des belles voitures, des gens beaux, des gens qui ont réussi. Tu sais, c'est attractif. T'as envie de travailler plus, mais c'est un piège. Parce que du coup, nous, on reste enfermés toute la journée à l'appart pour bosser. C'est vrai que moi, j'ai jamais autant bossé depuis que je suis ici. Ouais. Tu vois? Donc, c'est cool. Ça fait des gros leviers. Mais après, la Thaïlande, en termes d'authenticité, c'est incroyable. Les gens sont souriants, les gens sont très gentils. Et nous, on a déménagé de la France vers la Thaïlande. Autant dire que le choc, il a été brutal, quoi. Les gens qui te sourient, qui te disent merci au restaurant. Tu sais, tous les services sont à disposition pour que tu sois heureux. Le Brésil, c'était très sympa aussi. J'ai vu des choses que je pense que je verrais nulle part ailleurs, notamment dans les favelas. C'était cool. J'ai vu un peu comme dans Call of Duty, tu vois. Tu connais ce jeu-là? Je l'ai vu dans la vraie vie. Ça m'a fait un petit électrochoc, mais pareil, en fait, c'est tellement différent et dépaysé. Donc ouais, je dirais, pour l'instant, je dirais Thaïlande, Dubaï, Brésil. Et Bali, c'était cool aussi. Bali, j'ai bien kiffé aussi, ouais. Ok. Le pays que tu as le moins aimé des 30? J'en ai fait, j'étais tout petit, hein. Donc je sais pas, mais que j'ai moins aimé. J'adore la Thaïlande, tu vois, mais il nous est arrivé un truc à Phuket pas trop cool, qui fait que Phuket, j'ai mis une petite croix rouge dessus. Ah ouais? Ouais, on a failli mourir grosso modo. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, je l'ai fait en courte ou en longue? Comme tu veux. On essaye de mixer les deux. En gros, nous, on avait une villa à Phuket, parce que je suis combattant de MMA amateur aussi à côté. On a pris une villa à côté de mon camp d'entraînement. On part au restaurant avec Damien, mon associé. On mange chez un bon Turc. Incroyable, je te donnerai l'adresse si tu vas à Phuket. On mange, etc. C'est le mec, croix rouge, t'es mort. Non, mais parce que ça nous est arrivé à nous. Ouais. On part du restaurant, donc en scooter, etc. On rentre à la villa. On se pose dans le canapé et Damien, il me dit, je me sens pas bien, je vais aux toilettes. Moi, pressentiment, je vais dans ma chambre. Alors que normalement, le rituel avec Damien, on reste dans le canapé, on regarde une vidéo YouTube. C'est le rituel tous les soirs. Et là, je vais dans ma chambre, caleçon, détente dans le lit. Et au bout de 10 secondes, j'entends des cris dans la villa. Mais des cris comme si quelqu'un était en train de se faire égorger. Tu vois?
Et là, je me lève de mon lit. Ma porte, elle a vue sur le salon. Et dans le salon, t'as 4 mecs cagoulés avec des couteaux de 20 cm en train de planter quelqu'un dans mon salon. Comment tu réagis, toi? Ah non, mais c'est sordide, hein. Je te ferai voir les vidéos en off. Non. T'inquiète pas. Donc, le mec se fait planter au milieu du salon. Mais c'est qui ce mec? Bah, on le connaissait pas. Et là, Damien, il ouvre la porte de la salle de bain. Et lui, du coup, il se retrouve un peu en face des mecs. Tu vois? Moi, instinct de survie, je me jette sur Damien, je le tire par le t-shirt et je le mets dans mon dos. Tu vois, je le mets dans mon dos, je le pousse dans ma chambre, je mets une chaise devant nous en levant un peu les mains parce que t'es confus. Cambriolage, meurtre, tu sais pas ce qui se passe, tu comprends pas. Je recule dans la chambre, on ferme la porte à clé. On est resté une 40aine de minutes dans la salle de bain à entendre des cris, des coups de taser, bref, c'est très confus. Et bref, il y a la police qui est arrivée après 1 heure sur les lieux. En fait, c'était un bain de sang dans la villa. Et en fait, c'était un règlement de compte de la personne qui s'est fait planter dans mon salon. En fait, c'est quelqu'un qui a acheté de la drogue à une bande russe de Phuket. Cette bande russe, elle voulait récupérer son argent. Elle est venue le tuer à son domicile dans notre résidence de villa. Comme à La Palme ou à Miami, t'as plein d'autres villas. Ouais. Ce mec-là nous a vu arriver en scooter. Il a couru en fait en instinct de survie derrière nous. Et il est rentré dans notre maison. Tout simplement, quoi. Il a vu de la lumière, il est rentré dans la maison et qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, quoi. La maison, elle était ouverte parce que la Thaïlande, tu fermes jamais, comme à Dubaï, tu fermes jamais, tu vois. Ouais, mais à Dubaï, il y a personne qui te plante des coups de couteau dans Ouais. ton salon, quoi, ouais. Mais là, tu vois, on voulait faire notre petite lessive, etc. Tu vois, la classique, quoi. Mais au final, tentative de meurtre à domicile. Le mec a pris 9 coups de couteau dans la maison. Il est mort Non. Alors, personne comprend comment. Ouais, ça va. Et nous, on est resté 9 jours sur place pour répondre à l'enquête, faire des tests psycho à l'hôpital, etc. Donc voilà, quoi. Ah ouais, parce que oui, vous étiez témoin. On a vu 3 coups de couteau. On n'a pas vu 9, on en a vu 3. Plus, il y a eu des vols à notre domicile. Ils ont volé des iPads, des iPhones. Ils ont cassé pas mal de mobilier. Ah ouais, parce qu'ils se sont dit, tant qu'à faire, ouais. autant pas perdre la journée, quoi. Ouais, tu sais, nous, on avait les 4 écrans, les Mac, les iPhones. Tu sais, on bosse, nous, donc... T'es venu tuer ton gars chez nous parce que tu lui cours après, mais il y a des conséquences derrière, quoi. Tiens, on va prendre des trucs, quoi. Donc, tu sais, et puis quand t'appelles la police, tu dis à la police taille. Donc écoutez, je suis français, je suis dans ma salle de bain. Il y a 4 mecs cagoulés dans mon salon que je ne connais pas, en train de tuer quelqu'un. Que moi, je vois son visage. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'ils font là, les mecs, tu vois? Je dis, mais moi, j'en sais rien. Il a raccroché, le gars. Le gars de la police a raccroché. C'est pas vrai. Si. Donc j'ai dû écrire dans le groupe WhatsApp, à la proprio. Écoutez, il y a 4 mecs avec des couteaux de 20 cm cagoulés en train de planter un gars dans le salon. Il faut envoyer une équipe, quoi. Bien content, belle journée. T'as appelé la police? Le mec a dit, ouais, et la marmotte. Et puis le chocolat. Allez, Allez, va faire un tour, reste dans ta salle de bain. Ah ouais. Ah, c'est cool. Donc voilà, Phuket, je pense pas que je vais retourner de sitôt. C'est pas un traumatisme, mais voilà, quoi. Putain. Ouais. Quel enfer. Mm. Et je m'attendais pas à une histoire comme ça. Ah non, mais personne ne s'attend. Hein. Ouais. Tu vois, je m'en vante pas. Non. Mais tu sensibilises aussi. Tu sais, quand t'es trop en confiance, ça m'a fait du bien. Ça va faire descendre les pieds sur terre. Mais t'as eu de la chance que les 4 ils s'en foutaient de vous, en fait. C'est ça, ils sont venus pour l'autre parce qu'il a atterri chez nous. Ils sont venus chez lui de base, en fait, qui était la maison derrière nous. Le mec, il court et rentre chez nous, les gars le suivent. Après, le risque, c'est ils ont vu nos visages. Nous, ils avaient des cagoules, mais tu sais, on les voit planter quelqu'un. Donc, c'est plus ça. Tu sais, t'as une zone de stress quand même sur le coup. Ouais, bien sûr. On n'est pas les super-héros, hein. Les gens des réseaux sociaux qui disent « Ah, mais t'aurais pu aller le défendre. C'était Damien, je saute. » Ok. Là, le mec, tu sais, tu comprends pas, t'es chez toi. Donc, mais ouais, plus de peur que de mal. Et ils ont retrouvé les mecs ou... Ils ont retrouvé les mecs 2 jours après, via les caméras. Donc, tu sais, plaque de la voiture, t-shirt en sang à quelques mètres de la villa, etc. Et voilà, mais ils prennent pas d'empreinte là-bas. Le soir où il y a le bain de sang dans la villa, nous, ils nous font marcher pieds nus en caleçon dedans. S'ils nous sortent de la chambre, ils nous disent bon, faut sortir. On est là, faut sortir. Mais nous, on n'a pas d'autre sortie. Donc, ils ont dit vous sortez de cette villa, vous passez par là où ils sont passés. Parce que nous, ils nous croyaient pas au début. Donc, nous, on a dû passer pieds nus dans le sang, en caleçon, à sortir. Tu vois les vidéos des journalistes, ils ont pris des vidéos, je suis en caleçon en train de parler à la police devant la villa, c'est n'importe quoi. Mais tu sais, ils prennent pas d'empreinte, ils prennent pas le sang. Hein. Ils ont dit, oh, on enverra une femme de ménage. Ils ont envoyé une femme de ménage le lendemain. Ils nous ont dit, vous pouvez retourner à la villa. On dit, mais non, on n'y retourne pas. On appelle l'assurance, on prend un hôtel. On va pas retourner à la villa. Il y a des traces de mains sur le mur remplies de sang, des couteaux par terre. C'est pas drôle, ça a rien nerveux. Non, mais tu peux rire, c'est nerveux, tu vois. Même nous, on en rigole maintenant. Ouais. Mais comment on retourne à la villa?
Putain, Thaïlande, quoi. Je savais pas qu'il y avait ce genre de... Bon, Bangkok et tout, non, mais Phuket, c'est pas l'endroit le mieux fréquenté de Thaïlande. Il y a une bonne plaque tournante de drogue, ils nous ont expliqué là-bas, l'équipe, etc., de police, ouais. Donc, ouais. Et ce qui est fou, c'est que la police, en plus, avec tout ça, vous croit pas, mais qu'est-ce qu'ils croient pas, en fait? Ben non, mais tu sais, quand ils arrivent devant la maison, c'est compliqué, tu vois. Il y a personne, il y a aucun voisin qui est sorti pour venir dire on a entendu des cris, etc. Donc au début, c'est assez compliqué pour Et eux. là, il y a un mec en sang dans votre... Mais non, lui, il s'est échappé. Non, mais... Donc lui, il prend 9 coups de couteau. Ouais, il part de chez nous. Et il s'échappe. Ouais, il se traîne de sang dans toute l'allée des villas de chez nous. Donc tu retrouves des traces de sang sur 200 mètres quasiment. Il va dans une villa d'un ami à lui derrière la nôtre. Le mec prend la voiture et l'emmène à l'hôpital. Et en fait, moi, quand j'entends qu'une voiture démarre, j'écris à la procureure, ok, là, il y a une voiture qui vient de partir, bah, faut possiblement les choper. Moi, je me dis, ça se trouve, c'est les mecs qui viennent de partir en voiture. Au final, il l'arrête et c'est la police qui emmène le gars à l'hôpital. Et du coup, il était dans le coma pendant 6 jours. Quand il s'est réveillé, il a dit à la police, je ne veux pas parler avec vous, il s'est rien passé. C'est rien passé, mais mon gars, t'as des balafres là. Donc on voit qu'il s'est passé quelque chose, tu vois. Ouais. Et via notre descriptif de la scène, via le sang, la mare de sang qu'ils ont retrouvée dans la villa, bah oui, là ils nous ont cru sur parole 1 heure après l'inspection de la villa, quoi. Ah ouais, d'accord. Le contexte était compliqué au début, mais... Et après, bah, on a passé, bien 1 semaine, voire plus, à la police, à répéter tous les jours la même chose. Qu'est-ce qu'on a vu, les petits détails, quelle couleur étaient les yeux, quelle langue il parlait, tu veux dire quoi de plus 10 secondes, hein. Moi j'ai vu 3 coups de couteau, Damien il en a vu 3, je l'ai poussé dans la chambre, mais basta. Mais ce qui est fou, c'est vraiment gros coup de chance que les mecs soient pas rentrés dans la chambre, quoi. Ouais. Ils ont rien tenté, pour le coup on peut pas s'inventer une vie, ils ont rien tenté. C'était des Russes? Apparemment. Ils sont fait... Ils sont pas... Ils tuent pas au hasard, ouais. Non. Mais ils savaient ce qu'ils faisaient, hein, par contre. Ouais. C'était pas aléatoire du tout. Hein. Ouais. Non. Putain, quelle histoire. On se fait un petit Phuket ensemble l'été prochain. Tu voulais venir à Rio. Ça donne envie, ouais. Ah, Rio, ouais, putain, Rio, c'est violent aussi. T'avais déjà été, toi, à Rio? Alors, moi, j'ai grandi de l'âge de 12 à 20 ans. Ouais. J'ai passé juin, juillet, août, début septembre au Brésil. Tu parles un peu portugais, fala português? Eu muito saudade do Brésil. Ah, on s'est compris sur ça. Hein. Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. En fait, j'ai 3 frères qui sont brésiliens. Oui. Et donc, j'allais les voir tous les étés. Et on était surtout dans le sud. Donc, Sao Paulo, Floripa, Curitiba, Foz do Iguaçu. J'ai pas fait du tout ces coins-là. C'est le Brésil, c'est très différent, le Brésil du Rio. Rio, c'est très touristique, c'est un Brésil très sympa. Je l'ai fait plein de fois. J'ai fait 2 fois le carnaval de Rio. Il y a un côté... Enfin, c'est comme aller, je sais pas, à Tulum ou à, je sais pas, à Phuket. c'est des zones touristiques avec le meilleur et le pire. Mais c'est vrai que le sud du Brésil, c'est hyper intéressant parce que tu découvres un autre Brésil. Un Brésil pas pauvre, un Brésil très développé. Le PIB par habitant du sud Brésil est supérieur à la plupart des pays d'Europe. Ok. Ah ouais, ça répond pas aux clichés que tu peux avoir quand tu vas à Rio. Non, c'est très différent. Ouais. Des gens très éduqués. En fait, grosso modo, l'histoire, c'est que le sud du Brésil, c'est les terres les plus froides. Okay. Dont la première, deuxième et troisième génération de migrants brésiliens ne voulaient pas. Et après la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, les Grecs, les Français, les Espagnols et les Japonais qui ont fui la Seconde Guerre mondiale se sont installés dans le sud parce que c'était pas cher. Oui, il y a beaucoup de Japonais. Ouais, bah c'est la deuxième communauté du pays. Il y a beaucoup de Japonais au Brésil, ouais. Et beaucoup de Libanais. Aussi. Et donc en fait, ils se sont tous mis dans le sud là. Et ils se sont développés économiquement de façon assez dingue. D'ailleurs, il y a des villes entières du sud Brésil, tu crois que tu es en Allemagne. Ok. Avec des chalets en bois, des rues hyper nickel, très propres. C'est pas Rio, quoi. Non, c'est pas Rio. C'est un autre Brésil. C'est un très très beau Brésil. Et puis il y a cette ville, Floripa, assez... que t'aimes tant. Que j'aime tant, qui
qui est vraiment exceptionnel. J'arrive pas à cacher mon sourire. Mais pourquoi? Dis-nous, ça va, pourquoi? Floripa, c'est les gens les plus beaux du monde. Vraiment. Genre, et en plus, on te le dit avant d'y aller. On te dit Floripa. Tu fais ouais, ok. Puis quand t'es là-bas. Quand t'es là-bas, tu fais ah ouais, en fait, ça existe quoi. Grosso modo, Floripa, je crois que c'est un des pools génétiques les plus divers du monde. Et en fait, t'as des gens qui ne devraient pas exister, tu vois. J'ai eu une amoureuse à Floripa. Pendant ta jeunesse? Ouais, pendant ma jeunesse, qui était Gabriella. Ah là 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 qui là était là. incroyable. Et donc, si tu veux, elle avait donc, sur ses 8 arrière-grands-parents, Ok. elle avait littéralement 8 nationalités. Ouf. Ce qui est unique, en fait. Il n'y a que à Floripa que tu as des choses comme ça. En plus, Floripa, ville écolo depuis les années 70. C'est un peu le San Francisco brésilien. D'accord. Les gens sont très éduqués. C'est là où il y a la tech brésilienne. C'est comme ça que j'ai été la première fois. C'est là où il y a, tu vois, un gouvernement très... l'eau est pure à Floripa. Parce que l'eau est traitée, ils font très attention. Le plastique est interdit depuis pas mal d'années. Enfin bref, il y a vraiment un écosystème. Un écosystème. Tu sens que la ville fait attention. Et les gens sont dans cette logique aussi. Et donc, tu vois, elle avait un arrière-grand-père, ça allait de japonais à camerounais. Ok. Et donc, ça donnait une fille aux caractéristiques. Elle avait un corps, on aurait dit une princesse kenyane. Mais elle avait des traits, un faciès japonais et des yeux bleus, quoi. Et en termes de personnalité, est-ce qu'elle a le mélange multiculturel ou Ils sont très brésiliens. Ils ont oublié leurs origines. Ok. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as senti ça au Brésil, mais le Brésil, c'est véritablement un effaceur d'origine. Encore plus que les US. Parce qu'aux US, les gens sont très fiers de leur communauté. Au Brésil... ouais. Et ça donne des sketchs. Par exemple, t'as mangé dans des churrascarias, je suppose. Oui. T'as vu la passion qu'ils ont pour le kafta. Oui. Pour eux, c'est un plat brésilien. C'est incroyable. Quand tu leur dis que c'est un plat libanais... Ah, ils te disent non. Ils te disent non. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est brésilien, frère. Ce que j'ai rencontré à Rio, c'est qu'il n'y a pas, en tout cas pour Rio, il n'y a pas de Brésilien type. Non. Moi, alors ça va peut-être faire rire les gens, mais t'es brésilien. T'es très brésilien du Sud, d'ailleurs. T'es brésilien. T'as des blancs, t'as des personnes noires, t'as des personnes juste un petit peu bronzées, t'as de tout. C'est incroyable. Et même les personnes noires, parce que ça a été avec la colonisation, etc. à l'époque, eux, pour eux, ils n'ont pas ces origines. Ils sont 100% brésiliens. Ah oui, mais le Brésil, c'est vraiment, je te dis, c'est effacé. Ouais. Mais c'est trop drôle, tu vois. Ils se sont appropriés plein de choses. Moi, le kafta, c'est l'exemple que je donne tout le temps. Parce que c'est un sketch à quel point ça les trigger. Ouais. Si tu oses leur dire que ce plat a existé dans un pays avant le Brésil, qui s'appelle le Middle East, que, bon, je sais pas si c'est libanais, jordanien, syrien ou israélien, pardon pour les Libanais, pour être un peu précis, mais tu leur dis ça, mais genre, ah non, mais tu les jamais insultes, là. de la vie, quoi. C'est brésilien, sa grand-mère, elle faisait du kafta, nique ta mère. Ouais, t'inquiète, ils savent d'où ça vient, ils le connaissent. Genre, t'es là, mais ta grand-mère, elle était libanaise. Mais non, elle est brésilienne, ma grand-mère. Ok, bon, d'accord. On va faire un tour. On arrête là. Et donc, c'est vrai que le Brésil a eu un immense succès d'intégration de ce point de vue-là. Ils ont créé cette identité brésilienne un peu artificielle, plutôt réussie. Et les Brésiliens... D'ailleurs, un truc que les gens ne savent pas sur les Brésiliens, qui moi m'a toujours fasciné, c'est à quel point ils n'ont pas du tout envie de quitter le Brésil. Ah non. Ah mais ils te le disent tous. Hein. Ouais. Mais moi, c'est la question que je posais. Ouais. Quand je rencontrais quelques filles ou quelques amis, etc. C'est mais est-ce que tu as... Surtout que Rio, bon, il y a quand même une grosse pauvreté, hein, faut le dire. Les gens qui ne savent pas Copacabana et Ipanema, tu vas dans le centre, faut le dire, hein, tu as 150 SDF ou crackheads assis les uns à côté des autres, c'est quand même assez compliqué à voir. Et tu leur dis, t'as pas envie d'aller ailleurs, parce qu'en plus, tu parles portugais. Bon, il y en a portugais brésilien, t'en as très peu qui parlent anglais, mais t'as quand même quelques personnes qui parlent anglais. Va voir ailleurs, tu vois. Va travailler ailleurs, tu peux trouver des bons postes. Non. Mais jamais de la vie. Ouais. Et puis culturellement, ils ont leur truc aussi, tu vois. Jamais de la vie. Pas comme en Europe ou en France, où tu vois, les filles ont des manières de faire, etc. Les hommes ont des manières de faire. Et c'est vrai que culturellement parlant, c'est plus compliqué à aller te mettre ailleurs, tu vois. Moi, je leur parlais de la Thaïlande, ils me disaient non. Ah, surtout pas. Non, mais attends. Moi, mon amoureuse, à l'époque, je lui disais... Enfin, tu vois, j'avais 18 ans et je lui disais, bah, viens, on peut vivre à l'époque, je voulais vivre à Londres. Je lui disais, bah, viens, on va vivre à Londres ensemble ou machin. Et elle me regardait avec des yeux en mode... Je me souviens de cette phrase. Pourquoi tu veux que j'aille dans un endroit où personne sourit? Ah ouais. Et c'était, pour elle...
Genre, mais j'étais complètement fou, quoi. Genre, pourquoi quitter le paradis? Genre, ils sont vraiment hyper fiers de leur pays. Ils l'aiment, leur pays, ouais. Ouais, ils l'aiment vraiment. D'ailleurs, souvent, les Brésiliens qui sont à l'étranger, c'est soit vraiment par contrainte, ils n'ont pas eu le choix. Genre, pour ça, beaucoup de mannequins sont très malheureuses. Parce que, forcément, elles sont mannequins, elles partent du Brésil parce qu'elles font le circuit, quoi. Genre Milan, Paris, New York. Si tu leur parles 3 mots de portugais et que tu machin, mais c'est genre... C'est l'activation immédiate de la nostalgie, des souvenirs de Pao de Queijo. C'est un cheat code de parler portugais là-bas. C'est un putain de cheat code. Vu que personne parle anglais. Ouais, quand toi, t'arrives en tant que blanc, entre gros guillemets. Hein. Ouais, gringo, ça. Voilà, bon gringo, je déteste ce mot. Il m'énerve. Emiliano le gringo, on m'appelle là-bas. Mais carioca à la fin, donc ça va. Et que tu parles un petit peu portugais, tu mélanges un peu portugais-espagnol, c'est un cheat code. La vie, elle s'ouvre différemment à toi. Parce qu'il y a quand même cette grosse barrière de la langue. Et il faut être honnête, sans manquer de respect, ils font pas l'effort d'essayer de te comprendre ou parler. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu à Rio. Mais ils s'en foutent. À Rio, si tu veux, c'est pour eux. Ils savent dans tous les cas que tu vas consommer ou peu importe, t'es le prochain sur la liste. Ils en ont rien à faire. Pour eux, t'es un. Ouais, tu viens d'un pays malheureux, quoi. Donc, si tu veux, il y a un moment. Mais dès que tu parles un peu portugais, tu commences à sortir un peu, etc. J'ai fait un baile funk dans la favela. T'as déjà fait? C'est exceptionnel, ça. T'as les trafiquants qui arrivent. Ils ont les armes, ils dansent. Bon, bien sûr, ils tirent pas. Mais c'est fou. Tu parles portugais avec eux. Moi, j'avais mis le maillot de l'Olympique Lyonnais un soir. Je mets le maillot de l'Olympique Lyonnais avec le 6-9 dans le dos. C'est un joueur de Lyon qui s'appelle Miko Tadze, il est le numéro 6-9. Je vais là-bas. Je croise un trafiquant de la favela. Ils vont encore dire que je suis un menteur, on s'en fout, c'est pas grave. Il a le maillot de l'OL. Au milieu de la favela, de Rocinha à Rio. Il m'appelle comme ça. Il me dit, viens avec moi, toi. Je me suis mis à côté de lui. C'était incroyable. Il avait les calages dans la main, il danse avec toi. Tu sais, tu te sens en sécurité. Je me suis senti fort alors que je suis pas fort, tu vois. Ça m'a mis. C'est des souvenirs de fou. Ouais, il faut savoir s'adapter. Ouais. Voilà. Mais tu feras nulle part ailleurs, ça. D'ailleurs, il faut faire très attention. Il faut pas aller dans ce genre de milieu si tu n'es pas flex. Ouais. Ah non. Si t'es comme ça, ça se crispé, sent. Ça se sent. Surtout que là-bas, by les fun, tu sors pas ton téléphone. Il y a des règles très précises qu'on va pas divulguer ici, parce qu'on s'en fout. Ouais. Mais ouais, c'est un environnement particulier. Non, le Brésil. En tout cas, fais le Brésil du Sud, c'est un Brésil. D'ailleurs, ça me fait rire ce que tu as raconté sur. Parce que ça me fait penser à une anecdote que j'ai vécue quand j'avais 15 ans. Donc, quand j'avais 15 ans, on a été avec mon frère aîné, on a été à. Comment s'appelle cette ville dans le nord? Salvador. Ok, ouais. Et on était. Donc, on faisait la fête. Quel âge à ce moment-là, t'avais? J'avais 15 ans, moi. Okay, mon frère aîné était très, très gros fêtard. Il m'amenait partout. Et puis, à un moment, on était sur la plage, un après-midi, comme ça. Et il y avait des mecs, ils avaient une sorte d'immense glacière avec des bières. Il y avait des filles, ils jouaient au foot, machin. J'aime bien ça. Et le mec, il me regarde, il me dit, oui, tu vas faire quoi quand tu seras grand? J'ai 15 ans, quoi. Je dis, ouais, je sais pas, je vais faire des études, pour travailler, machin. Il me dit, ah ouais. Mais pourquoi tu veux travailler? Bah, pour gagner de l'argent, tu vois. Et pourquoi tu veux gagner de l'argent? Je dis, bah, je sais pas, tu vois, pour faire ce que je veux après et tout. Ouais, comme par exemple, boire des bières sur une plage avec des filles magnifiques et en dansant la samba. Et là, j'étais là, ouais, bah, tu vois, chez nous, tout ça, c'est gratuit. C'est fort en vrai. Hein. C'est vrai qu'au Brésil, c'est fou. Et j'étais là, et mon frère et mon ref, ouais, je sais pas quoi te dire, moi. C'est pas un modèle, mais. Ça t'a motivé? Ils ont compris des choses. Bah, quelque part, tu vois, je me disais, pourquoi se faire chier, en fait? Ils ont raison, ces mecs. C'est vrai. Mais le downside de ça, c'est le côté dark de ça. Oui. C'est qu'en fait, ils s'emmerdent à mourir. Ils tournent en rond. C'est sympa d'aller sur la plage, jouer au foot, machin. Quand tu le fais une semaine dans l'année. Quand tu fais 365 jours par an. Et puis tu te le permets dans ces pays-là, mais tu veux aller te faire un bon restaurant à Dubaï, t'as pas d'argent, tu vas compter au centime, t'iras pas. Bah non, de toute façon, tu peux même pas payer le billet. C'est à ça que sert l'argent, tu vois. Moi, il y en a beaucoup qui me disent ah, mais pourquoi, tu vois, tu fais beaucoup de business, pourquoi tu profites pas de ta jeunesse? Ça, c'est la phrase que j'entends tout le temps. Pourquoi tu profites pas de ta jeunesse? Mais moi, travailler. T'as l'impression de pas profiter de ta jeunesse? Moi, je profite de ma jeunesse. Mais tu sais, les 40, 50, 60 ans, on me dit tout le temps ça. Les amis de mes parents, etc., ils disent tout le temps ça. Moi, désolé, hein, ça va peut-être bousquer certains, surtout en France, parce que c'est la mentalité. Mais je veux faire de l'argent. Je veux avoir une belle voiture, je veux avoir une belle maison, je veux pouvoir aller au restaurant, je t'invite au restaurant, et ben je suis content de pas compter, tu vois. Je veux, tiens, demain, comme tu m'as dit, je te rejoins à Rio.
Tu t'en fous du billet parce que tu peux te le prendre, tu vois. T'arrives là-bas, bah vas-y, je me prends ma nuit d'hôtel. Je suis pas stressé à une semaine avant, à Airbnb. Non, c'est à ça que ça sert. C'est pas juste accumuler de l'argent, tu vois. Absolue, c'est ça, c'est avoir la liberté et choisir ce que tu as envie de faire. Tu peux avoir de l'argent et aller faire un camp de boxe à Cuba, traire des vaches. Tu vois, c'est ça le plaisir de l'argent, c'est faire ce que tu as envie de faire. C'est pas juste le cliché de conduire un Urus, être dans une haute tour et boire des cocktails. C'est aussi ce côté-là, mais l'argent te permet de vivre ce que tu as envie de vivre. Et moi, c'est ça que je souhaite aussi, tu vois. Trop bien. Bon. Emiliano le gringo. Carioca pour les intimes. Il Carioca. y en a certaines qui pourront témoigner. Un dernier mot? Non, merci à toi en tout cas. Non, bah merci à toi. Vive Smooth Wave. J'espère que ça t'a plu aussi d'être avec moi. Merci encore pour l'opportunité. Non, c'était un super plaisir. Puis écoute, on va mettre en description un petit lien si les gens ont envie de brainstormer avec toi. Carrément. D'une campagne de... Comment tu dis? Vas-y, FOH? FOOH, Fake Out of Home. FOOH. By Smooth Wave. Donc si vous voulez bosser avec Smooth Wave pour intégrer des super 3D, comme vous avez pu voir dans cette vidéo, n'hésitez pas, il y a un petit lien Calendly pour prendre rendez-vous avec vous. Merci encore, Oussama. Plaisir. Ciao, ciao. Ciao.